Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très heureux aujourd'hui de vous retrouver à l'occasion de notre nouvelle FAQ thématisée. Comme vous le savez depuis maintenant quelques temps, on a décidé de vous faire tous les mois une FAQ thématisée, pas pour parler de nous mais pour parler vraiment des sujets qui vous intéressent. Et il y a à peu près un mois et demi, on vous avait fait une story sur Instagram où on vous avait demandé quels étaient les thèmes que vous préfériez voir dans notre prochaine FAQ. Et en fait, il y avait eu une égalité entre la FAQ sur les Animaux Fantastiques 3 et également celle sur le Wizarding World of Harry Potter, c'est-à-dire les parcs d'attractions de la franchise Harry Potter qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Donc du coup on s'est dit, comme c'était ex aequo, on vous a pas fait revoter ce mois-ci, c'est peut-être une faute de notre part, mais on s'est dit que voilà, c'était une bonne idée, effectivement, que chacun puisse trouver le contenu qu'il attend sur notre chaîne. Et alors en plus, comme on est tous en confinement désormais, ou tout du moins qu'on peut pas bouger, etc., bref, avec des règles qui sont encore extrêmement compréhensibles et dont on dirait qu'elles ont été rédigées par Dolores Sombrage, évidemment, on a plus de temps. Et plus de temps, ça dit quoi? Ça dit qu'il faut du temps évidemment pour rêver, voyager. Alors évidemment, comme on ne peut pas voyager, on vous propose un voyage un peu virtuel pour vous faire découvrir cette expérience très particulière qu'est le Wizarding World of Harry Potter, en espérant que vous pourrez tous vous y rendre, ou alors y retourner un jour quand les choses redeviendront à la normale et que le monde d'avant sera enfin revenu, même si pour l'instant c'est évidemment pas tout de suite, vous l'aurez compris. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur notre compte Instagram. Si des fois vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on sera toujours très heureux d'y répondre. Alors vous savez, le Wizarding World of Harry Potter, c'est un thème qu'on traite assez souvent sur la chaîne parce que c'est vraiment un endroit auquel on est extrêmement attaché, qu'on aime beaucoup et qui nous manque très profondément. Donc l'idée, c'est aussi effectivement que sur cette chaîne vous puissiez trouver du contenu qui vous aide également à préparer votre futur voyage, un jour peut-être, au Wizarding World of Harry Potter. Alors c'est vrai qu'on traite beaucoup des parcs floridiens puisque c'est ceux qu'on connaît le mieux, mais évidemment nos conseils s'appliquent également pour tous les autres parcs, en tout cas sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Après, sur le territoire japonais ou le territoire chinois, pour l'instant ce sont des expériences que nous n'avons pas encore pu vivre, que nous allons vivre dans les années qui viennent, mais évidemment tout ça a été très retardé par le Covid-19 et la crise sanitaire que nous connaissons maintenant depuis plus d'un an. Donc du coup voilà, on est très heureux de vous présenter cette FAQ. N'hésitez pas encore une fois à regarder toutes nos anciennes vidéos si des fois vous êtes vraiment dans l'optique de préparer votre voyage, et vraiment vous pouvez nous poser des questions en permanence, que ce soit en commentaire ou que ce soit par direct message sur notre page Instagram @skrillagargouille. Et donc c'est parti. Alors, on va prendre la première question, et qui est une question d'Alison. Un petit message d'ailleurs pour te remercier de ton soutien, parce qu'on sait que tu regardes quasiment toutes nos vidéos et que tu es très présente également sur notre compte Instagram depuis le quasi début de notre aventure, et donc c'est une occasion de t'en remercier. Alors, tu nous poses la question de savoir si les parcs Harry Potter sont chers. Alors, la réponse est oui. Les parcs aux États-Unis, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu cher, dans la mesure où effectivement on va vous proposer quand même une expérience qui est très particulière et surtout qui ne ressemble à aucune autre. Donc un peu sur le même principe que Disneyland Paris. Évidemment, quand on vient pour avoir un service comme celui qui est proposé par les parcs américains, évidemment il faut y mettre le prix. Alors en plus, il y a une petite spécificité quand même pour Universal, dans la mesure où en fait on se retrouve dans une situation où il y a deux zones du Wizarding World of Harry Potter, une zone qui représente le chemin de traverse et une zone qui représente Poudlard et Préolard. Ces deux zones sont chacune situées sur l'un des deux parcs pour l'instant d'Universal, Island of Adventures pour le premier et Universal Studios Florida pour le deuxième. Et pour communiquer d'un parc à l'autre, tu peux prendre le Poudlard Express, ce qui est quand même une expérience assez extraordinaire, et en même temps, il y a quand même la petite problématique qu'il faut avoir un billet évidemment valable pour les deux parcs. Alors, il faut savoir qu'en plus, la grande complexité, c'est que tu ne pourras pas faire toutes les expériences de Wizarding World en une seule journée. Donc évidemment, il te faut plusieurs jours. Et c'est là évidemment où l'addition peut monter très rapidement, dans la mesure où en fait, il va falloir que tu te fixes un budget qui te permet effectivement de visiter les parcs de manière autonome et de pouvoir y passer un petit peu de temps. Très sincèrement, nous, on conseille quand même d'y passer à minima 2 jours, mais le mieux c'est d'y passer 3-4 jours entiers. Comme ça te permet vraiment de voir toutes les interactions que tu peux avoir, à la fois dans les boutiques, à la fois avec les attractions, également aussi avec les lieux de restauration, voir les spectacles, les revoir, savoir en profiter. Enfin voilà, il y a vraiment toujours quelque chose à faire au Wizarding World. Il faut aussi pouvoir prendre le Poudlard Express dans un sens comme dans l'autre. Les temps d'attente parfois, notamment pour leur dernière attraction à Chris Magical Motorbike Adventures, sont quand même assez longs, et évidemment tout ça nécessite quand même d'y passer un petit peu de temps. Donc du coup, pour répondre à ta question, en fait il faut compter par exemple pour un billet 2 jours de parc, ce qui est donc le tarif minimum
minimum pour vraiment pouvoir profiter du Wizarding World et être sûr d'avoir le temps de faire toutes les expériences Harry Potter, c'est à peu près 136$. Alors la chance que nous avons, c'est qu'en tant qu'Européens, on a une monnaie qui est évidemment beaucoup plus forte que le dollar, ce qui fait que 136$ en réalité ça revient à peu près, aujourd'hui en termes de conversion, on est à peu près à 110-115$. Donc voilà, c'est vrai que c'est à peu près le même prix que Disneyland Paris sur le prix de journée. Là en l'occurrence c'est pour 2 jours, mais il faut aussi savoir que Universal évidemment ce n'est pas que Harry Potter. Tu as tout un land très immersif qui là en plus va accueillir une nouvelle attraction consacrée à Jurassic World. Tu as également un land sur les Simpsons, un land sur King Kong. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes à voir aussi à Universal, et c'est pour ça que très sincèrement on conseille 2 jours. Alors après c'est vrai que le prix est cher, mais tu en as pour ton argent, et finalement 136$ sur 2 jours, quelque part ça reste tenable. Évidemment les prix évoluent un petit peu en fonction des saisons, donc ça faut regarder, mais globalement on est dans cette fourchette de prix là, surtout qu'en plus avec la crise du Covid, les prix ont un petit peu baissé compte tenu du fait l'expérience des visiteurs a été atteinte. Alors c'est un prix qui n'a pas été répercuté à la baisse par exemple chez leurs concurrents à Disney World, mais Universal c'est vrai qu'ils ont réduit un petit peu, puisque évidemment et la capacité du parc et la capacité des restaurants a été quand même largement diminuée à cause de cette crise sanitaire. Donc effectivement oui c'est cher encore une fois, mais tu en as pour ton argent, et au moins tu es sûr de pouvoir profiter du parc et de pouvoir vivre toutes les expériences très intéressantes et très interactives que tu peux avoir effectivement soit avec les baguettes, soit avec les team members d'Universal, parce que là aussi il y a des interactions à avoir qui sont vraiment très sympathiques, et donc ce serait dommage évidemment de louper. En tout cas ce qui est certain c'est qu'en une seule journée il est absolument impossible de faire tout le Wizarding World, sauf à courir comme des dingues, mais très sincèrement avec la chaleur floridienne et le temps c'est un peu compliqué. Alors on te répondrait pas exactement la même chose pour ce qui concerne par exemple le parc Universal en Californie ou le parc Universal au Japon, puisque eux ne disposent que de la zone Préolard et Poudlard, et que évidemment dans ce contexte là c'est moins grand, il n'y a pas le Poudlard Express etc, donc là évidemment une seule journée suffit, puisqu'il n'y a que quelques petites attractions et ça va assez vite. Mais si tu veux vivre vraiment l'expérience la plus complète qui soit du Wizarding World of Harry Potter, c'est évidemment à Orlando en Floride. Alors seconde question de Sango Kukaji, excuse-nous si on prononce mal ton pseudonyme, qui nous pose la question donc: il y a combien de parcs Harry Potter dans le monde? Alors actuellement en fait il y en a assez peu, mais ce chiffre va être forcément ramené à la hausse un jour ou l'autre. Actuellement, donc, tu en as un en Floride, même si c'est 2 parcs, mais tu en as un en Floride, tu en as un en Californie et un au Japon. Et pour l'instant, c'est tout. Mais normalement, quand la crise sanitaire sera terminée, il y en aura également un autre qui va ouvrir à Pékin, puisque Universal Beijing a annoncé son ouverture toute prochaine, donc là qui a été un peu retardée à cause du Covid-19, etc. Mais tout est fini de construire, donc là il n'y a plus qu'à avoir la vraie date d'ouverture officielle, et là-dessus il n'y aura pas de difficulté. Et ensuite il y a également la rumeur comme quoi il pourrait y avoir un parc d'attractions qui arriverait, un Universal Studio qui arriverait en Russie, mais pour l'instant c'est encore à l'état de projet, hein. Il y a eu des tas de choses qui se sont passées entre Universal et le gouvernement russe, mais pour le moment rien n'a été signé, et en tout cas voilà, rien n'est encore véritablement sorti de terre. Ils n'ont fait que des études préliminaires pour la construction. Il est évident qu'il y aura forcément un Wizarding World of Harry Potter en Russie, puisque la Russie est aussi une grosse composante de la fanbase de Harry Potter au niveau mondial, donc là-dessus on n'a pas trop de doute. Donc ce qui pour l'instant nous fait 3 parcs va se transformer en 4 et peut-être prochainement en 5 si la Russie concrétise cette ouverture. Alors Warner Bros a ouvert son propre parc d'attractions à Dubaï pour le moment, mais voilà, la zone du Wizarding World of Harry Potter n'est pas prévue d'arriver, puisqu'il y a des distinctions culturelles trop importantes sur cette franchise, et qui font que la représentation de la sorcellerie n'est pas autorisée pour l'instant dans ces pays-là. Donc du coup c'est encore quelque chose d'un peu compliqué là culturellement à phaser. Il y a aussi la fameuse rumeur, mais ça on y reviendra dans une prochaine question, sur est-ce qu'il y aura un jour un parc Harry Potter en Europe. Donc ça on va vous y répondre tout prochainement. Mais donc pour l'instant voilà, si tu veux y aller en sûr et en dur pour l'instant qui sont ouverts, on a la Floride, la Californie qui réouvre après plus d'1 an de fermeture le 16 avril, et Universal à Tokyo qui est également ouvert en ce moment même, et où voilà, tu pourras t'y rendre dès que la crise sanitaire sera terminée. Mais après nous c'est vrai qu'on vous invite toujours, éventuellement si vous avez l'occasion d'aller dans un parc Harry Potter, d'aller dans celui de Floride qui est celui le plus complet, puisque c'est le seul endroit au monde où vous avez la zone du chemin de traverse. Alors, autre question, cette fois-ci de Did-LFT. Pensez-vous qu'il y aura un jour des parcs d'attractions Harry Potter en France ou même
en Europe? Alors ça, c'est une très bonne question que nous avions déjà traitée sur notre chaîne. C'était l'une de nos toutes premières vidéos au moment où on a créé donc le Cri de la Gargouille, où justement on se posait la question de savoir quand est-ce qu'un parc Harry Potter arriverait éventuellement en France ou en Europe. La vérité, en fait, c'est que aujourd'hui il y a des plans qui existent pour effectivement faire venir le Wizarding World en Europe. Alors ces plans, ils sont au nombre en fait de 3 globalement aujourd'hui. Le premier, c'est de mettre le parc Wizarding World à proximité des studios de Leavesden, ou tout du moins en Grande-Bretagne. Alors ça, de base, ça pourrait être le rêve et évidemment la logique principale. Après, la seule petite complexité, c'est que depuis il y a eu le Brexit et que forcément, évidemment, la situation économique n'est pas tout à fait la même. Alors en plus, si on rajoute à ça la question du Covid, c'est vrai que ça complexifie un petit peu les choses. Le deuxième plan qui pourrait exister, mais qui aujourd'hui est extrêmement lointain, c'est évidemment qu'il y a une zone en Europe, à PortAventura, où Universal a déjà traîné un petit peu ses guêtres fut un temps avant d'abandonner le parc à son triste sort et qui a été repris par des partenaires privés et qui aujourd'hui ne peut plus se targuer d'être un parc Universal. Là, évidemment, installer le Wizarding World en Espagne, pourquoi pas, mais il faudrait pour cela que Universal remette les pieds à PortAventura et actuellement c'est pas du tout prévu. Troisième option qui est envisageable là pour le coup, mais qui va quand même être relativement compliquée, c'est qu'il existe en Europe un parc d'attractions où finalement on pourrait éventuellement construire le Wizarding World of Harry Potter et un certain nombre d'autres attractions éventuellement sur d'autres franchises. Comme vous le savez, en France on a Disneyland Paris. Alors, Disneyland Paris, aujourd'hui c'est 2 parcs. Et dans la convention qui a été signée entre l'État et la Walt Disney Company en 1987, il était prévu l'ajout à horizon 2035 d'un 3e parc d'attractions. Or, il est vrai qu'aujourd'hui, ce projet de 3e parc a été confirmé par Disneyland Paris, mais on ne sait pas véritablement ce qu'il en est. On sait tout simplement que pour le moment, Disneyland Paris se consacre sur ses projets d'agrandissement du Walt Disney Studio Park et évidemment du parc Disneyland Paris, où des projets pourraient être annoncés dans les prochaines années également. Mais sur le 3e parc, pour le moment, il n'existe absolument rien, pas une seule rumeur et tout. Alors vous nous direz, 2035, c'est dans longtemps. Mais mine de rien, les investissements pour ce genre de projet sont absolument colossaux et forcément, évidemment, si on veut sortir un parc à l'horizon 2035, on devrait commencer à en voir le bout ou la couleur dans pas très longtemps. C'est-à-dire que d'ici moins de 5 ou 6 ans, on devrait déjà avoir les premières rumeurs sur ce que serait ce 3e parc. Or, il y a eu une idée qui a circulé fut un temps, qui était que Disneyland Paris, pour rester dans les clous avec la convention de l'État, pourrait être tenté de louer évidemment ces terrains qui lui reviennent de droit pour effectivement l'implantation d'un 3e parc d'attractions, et que ce 3e parc pourrait être, pourquoi pas, Universal. Alors évidemment, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué de se dire qu'on peut arriver à cette phase de construction d'un parc Universal sur le domaine de Disneyland. En vérité, c'est même quasiment impossible, et d'autant plus en fait que tous ces projets sont aujourd'hui quand même un peu tombés à l'eau compte tenu du ralentissement économique lié à la crise du Covid-19. Le secteur du tourisme, qui rapporte en France plus de 8 milliards d'euros, et en plus avec Disneyland Paris, qui est quand même le premier site touristique d'Europe et qui attire chaque année près de 25 millions de personnes, évidemment, aujourd'hui est à l'arrêt depuis de très nombreux mois, ce qui occasionne des pertes financières relativement colossales, même si évidemment la Walt Disney Company est suffisamment forte d'un point de vue financier pour réussir à gérer cette situation-là pour le moment. Mais ce qui est certain, c'est que la question des investissements en Europe va vraiment être regardée à la loupe. Il va falloir voir au cas par cas comment les choses vont pouvoir se construire dans les années qui viennent, mais c'est vrai que pour le moment, très sincèrement, il est fort peu probable effectivement qu'un parc arrive, en tout cas dans les 4 ou 5 années à venir, en Europe. Ça, c'est vraiment une grosse complexité. Si vous voulez des réponses un peu plus détaillées sur cette question-là, on vous renvoie à la vidéo qu'on a faite il y a maintenant un petit moment et qu'on vous mettra en fiche sur cette vidéo pour que vous puissiez évidemment regarder ça. Là, en l'occurrence, c'est vrai que pour l'instant, il y a de fortes probabilités que oui, un jour, il y aura un parc Harry Potter, soit en France, soit en Europe, mais ça va pas être tout de suite et il va falloir se montrer extrêmement patient. Alors, nouvelle question de Dafslit, et merci pour ta question. Les ministères Harry Potter et les animaux fantastiques verront-ils un jour le jour avec cette pandémie? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est surtout une très bonne nouvelle que nous allons pouvoir vous réannoncer, puisque on avait déjà fait une vidéo sur ce sujet, en effet, puisque comme vous le savez, peu avant la pandémie, c'était en août 2019, quand le monde tournait encore à peu près rond, il avait été décidé par Universal de créer en fait un 3e parc d'attractions qui s'appelle Epic
Universal où justement un certain nombre de landes allaient être installées. Alors on vous a fait plein de vidéos sur ce sujet, on va vous les remettre en fiche et également en barre d'informations, comme ça vous pourrez les retrouver en temps voulu. Et évidemment ce troisième parc avait stoppé ses travaux alors que tout le terrassement était fait, que voilà, les plans étaient déjà quasiment achevés et que finalement on s'apprêtait quand même à pouvoir découvrir un super plan. Malheureusement l'ouverture qui a été prévue pour 2024 va être retardée de plusieurs mois voire de plusieurs années. On n'aura certainement pas le parc avant 2025 dans sa version complète, même si évidemment on sait que Universal a choisi une stratégie financière très particulière et assez différente de celle de Disney World, puisqu'ils ont choisi de faire de l'investissement à gogo. C'est-à-dire que pendant la pandémie, Universal a carrément annoncé qu'ils allaient étendre les deux parcs déjà existants de Wizarding World, c'est-à-dire Island of Adventure et Universal Studios, pour rajouter des expériences Harry Potter. Ça, on vous en parlait aussi dans une précédente vidéo. Et là, très récemment, ils ont confirmé effectivement que les travaux d'Epic Universal avaient repris et allaient continuer, et que la crise ne viendrait pas remettre en cause la construction de ce troisième parc qui est déterminant dans la stratégie finalement de mise en concurrence vis-à-vis de Disney World pour Universal en Floride. Il faut savoir que Disney World compte actuellement 6 parcs à thème, donc 4 parcs à thème classique et 2 parcs à thème aquatique à Disney World. Universal pour l'instant c'est 2 parcs plus un parc aquatique, donc il était évident qu'il n'était pas encore au niveau, qu'il fallait pour ça augmenter l'expérience que les visiteurs pouvaient connaître. Et donc dans ce cadre là, il a été annoncé que effectivement il y aurait une zone qui serait construite sur ce nouveau parc, et cette zone regroupera effectivement le ministère des Affaires magiques de la France et le ministère de la magie britannique. Donc on n'en sait pas tellement plus en ce moment. On vous a fait une vidéo très récemment, donc on va vous la remettre en barre d'infos. Vous présenter justement le plan qu'Universal a un peu transmis en off à certains médias, où effectivement on voit que les deux zones sont bien dessinées, qu'il y aura un certain nombre d'expériences qui pourront être faites grâce à la poudre de cheminette qui nous permettra de voyager d'un bout à l'autre. Le but, en tout cas pour l'instant le speech et de ce qu'on en comprend, c'est que cette zone serait dédiée en fait à Paris dans un premier temps, c'est-à-dire que on arriverait sur la fameuse place cachée telle qu'on a pu la voir dans les crimes de Grindelwald, et que les premières attractions seraient donc dans le ministère des Affaires magiques de la France, et que par un système justement de poudre de cheminette on pourrait également se retrouver sur le chemin de traverse. Alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est que effectivement Universal là a réussi à pallier un souci qui était quand même un souci un peu gênant, c'est qu'ils ont déjà la zone du chemin de traverse qui est construite, celle de Poudlard et de Préolard qui est construite, donc il fallait imaginer quelque chose d'un peu nouveau, parce qu'en plus le troisième parc sera très éloigné des deux premiers, il faudra reprendre une voiture ou des systèmes de navettes pour pouvoir s'y rendre, donc cette fois-ci pas de Poudlard Express ou ce genre de choses, c'est pas possible, donc il fallait trouver quelque chose qui permette de décadrer, et en l'occurrence c'est vrai que le ministère de la magie britannique à la base n'est pas situé sur le chemin de traverse, on n'a jamais entendu parler d'une entrée spécifique sur le chemin de traverse pour le ministère de la magie. Donc en faisant en sorte que les visiteurs arrivent sur la place cachée et qu'ensuite ils puissent voyager avec ce système très interactif, là pour le coup c'était la bonne idée, ça permet vraiment de faire voyager. En plus les Américains sont des très grands fans de la culture française, ils aiment voir la représentation des immeubles haussmanniens, etc. Donc finalement pour eux ce serait tout bénef. Alors pour l'instant tout ça évidemment ce ne sont que des rumeurs, il y aura certainement encore plein de modifications d'ici à l'ouverture du parc Universal d'ici 3 ou 4 ans. Là-dessus vous pouvez évidemment compter sur nous pour vous tenir au courant de toutes les informations qu'on pourrait avoir au fur et à mesure des années et des mois qui passent. Mais ce qu'il y a de certain en tous les cas, c'est que ce projet a bien été confirmé, qu'il y aura 2 attractions, donc une pour la France, une pour la Grande-Bretagne, et alors en plus il y aura également un théâtre. Alors ça, ce théâtre, comme on vous le disait dans la vidéo qui était spécifiquement dédiée à cette question-là, on n'a pour l'instant absolument aucune idée de ce qui va être organisé, donc là-dessus vraiment on est très en attente. En tout cas ce sera un théâtre intérieur, ça c'est certain, et toute la zone d'ailleurs sera totalement couverte, on sera dans un espèce d'immense bâtiment, donc on ne verra pas le ciel pour justement respecter cette logique très souterraine, donc là-dessus aussi ça promet quand même des merveilles assez extraordinaires. On a vraiment très hâte de découvrir tout ça, même si on attend évidemment des confirmations très officielles de la part d'Universal Floride pour réussir à cerner un peu mieux ce land. Il y aura évidemment également des boutiques, un certain nombre de points de restauration et les vitrines qui seront tout à fait interactives comme sur les 2 autres zones du parc. Donc ça, voilà. Pour le troisième parc Epic Universal, voilà actuellement ce qu'on sait. Maintenant, il va falloir voir comment la thématisation avance, comment l'organisation du land continue de se faire, mais évidemment, vous pouvez compter sur nous pour qu'on vous tienne au courant en temps et en heure dès qu'on aura des nouvelles informations sur cette nouvelle expérience qu'on a très envie de découvrir. Alors, une question de Harry Potter Collection. Quels objets de collection venant des parcs et que l'on ne trouve pas ailleurs conseillez-vous d'acheter? Alors, là-dessus, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que vous le savez, nous sommes
sommes des très grands collectionneurs du Wizarding World et de tous ceux qui se rattachent de près ou de loin à Harry Potter et aux animaux fantastiques. Donc du coup c'est vrai que quand on va au parc, c'est un peu comme quand on va au studio, évidemment il y a toujours beaucoup de choses à acheter et notre premier poste de dépense d'ailleurs n'est généralement pas les billets mais bien les goodies, les souvenirs et éventuellement également un certain nombre de répliques. Alors effectivement il y a certaines exclusivités qui sont présentes sur les parcs d'attractions mais qu'on ne pourra pas éventuellement trouver ailleurs. Alors parfois ça arrive qu'on puisse les trouver sur des stores américains, parfois on les trouve sur les stores européens et inversement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors en faire la liste ce serait un petit peu long, mais on va vous donner un certain nombre d'exemples. Par exemple vous vous souvenez certainement du pichet un petit peu en verre que l'on voit dans différents films de Harry Potter quand ils sont dans la grande salle avec une tête de cochon au-dessus, et bien celui-là par exemple vous pouvez le trouver sur le store américain de Noble Collection, mais vous pouvez également le trouver au studio du Wizarding World. Alors nous on ne l'a pas encore acheté mais ça viendra forcément lors de notre prochain voyage afin de compléter notre collection et voilà, ça pour le coup c'est un truc que vous ne trouvez nulle part ailleurs pour l'instant. Autre exclusivité qu'ils viennent de sortir, c'est la baguette de Peter Pettigrew. Cette baguette en fait est disponible maintenant à l'achat. Jusqu'à présent pour l'acheter il fallait se procurer le présentoir des maraudeurs avec la carte du maraudeur et les 4 baguettes donc de James Potter, Remus Lupin, Sirius Black et Peter Pettigrew, et celle de Peter Pettigrew n'était pas disponible à l'achat unique en boîte, que ce soit personnage ou Ollivander. La petite nouveauté cette année, c'est sorti au mois de février, donc nous on se l'est procuré. Vous pouvez effectivement acheter la baguette de Peter Pettigrew dans sa version interactive, puisque cette version interactive en fait va vous permettre d'interagir avec toutes les vitrines du Wizarding World of Harry Potter à Orlando, y compris avec des éléments du décor, etc. Donc c'est quelque chose de très sympa, et pour le coup, cette baguette qu'on ne trouve nulle part sauf à acheter le présentoir, pour le coup vous pouvez l'avoir. Autre chose qui est très bien faite, mais ça pour le coup vous le trouvez également au studio, ce sont les capes. Généralement les capes que vous voyez sur des sites comme Ciné Replica, etc. sont pas forcément de très bonne qualité, alors que dans les parcs c'est vrai que pour le coup les capes sont vraiment extraordinaires. Autre exclusivité, alors là ça sort chaque année maintenant depuis 2018, donc on a eu une baguette en 2019 et une baguette en 2020, ce sont des baguettes exclusives au Wizarding World of Harry Potter qui sortent, donc nous possédons les 2 premières. Là cette année normalement il devrait y en avoir encore une, généralement elles sortent à peu près au mois de mars-avril, donc on guette vraiment avec beaucoup d'impatience la sortie de cette nouvelle baguette. Alors c'est des baguettes qui n'ont rien à voir avec les personnages, rien à voir avec les objets du Wizarding World ou autres, c'est vraiment juste pour se faire plaisir. Ensuite, évidemment, vous avez tout un tas de t-shirts, etc., de mugs ou autres goodies, vraiment à l'image du Wizarding World of Harry Potter. Alors certaines sont plus réussies que d'autres, nous on en a quelques-unes. Après concrètement, voilà, c'est pas non plus la folie. Autres éléments pour l'instant qu'on ne trouve pas sur les stores français et européens, évidemment, vous avez aussi par exemple une bonne partie de la collection de la boutique des frères Weasley. Donc là aussi, nous c'est quelque chose qu'on a commencé à faire et qu'on continuera à faire au fur et à mesure de nos déplacements sur place en Floride, évidemment qu'on pourra revoyager, mais là aussi voilà, c'est vrai que c'est des choses qui pour l'instant sont un peu exclusives au parc et qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Après voilà, c'est globalement ce qu'il faut retenir. Il y a quelques confiseries aussi qu'on peut trouver chez Onedux, qu'on trouve pas nécessairement au studio à Londres. La bière au beurre évidemment, alors ça je ne sais pas si on est heureux de la trouver ou de ne pas la trouver en France, mais voilà, en tout cas c'est vrai que là-bas ils ont plusieurs styles de bière au beurre, un petit peu plus qu'au studio, donc vous pouvez en tester plusieurs. Pour nous elles sont toutes absolument dégueulasses, mais ça après c'est une question de goût, mais c'est vrai qu'on a rarement croisé des gens qui pouvaient aimer malheureusement ces bières au beurre, mais voilà, après tous les goûts sont dans la nature et on les respecte évidemment. De toute façon, ne serait-ce que pour l'expérience, il faut absolument prendre une bière au beurre. Ensuite, sur tout ce qui va être exclusif, on est un petit peu à la fin, on va trouver ensuite beaucoup d'objets de Noble Collection, etc., etc. Par contre, ce qui est intéressant parfois, ce sont les prix. Les prix au Wizarding World of Harry Potter, comme en plus ils sont en dollars, du coup ça fait moins cher en euros, mais surtout ils sont plutôt bon marché contrairement au reste du parc où généralement les autres franchises vraiment facturent très cher. Là au Wizarding World of Harry Potter on a fait des véritables affaires, par exemple ne serait-ce que sur le sablier de Slughorn on a dû faire à peu près 40 ou 50 euros d'économie par rapport à son prix en France. Donc là aussi il faut quand même bien comparer avec les prix généralement constatés en France, mais c'est vrai qu'on peut faire un certain nombre de bonnes affaires. Et enfin évidemment il y a des produits qui sont exclusifs mais là qui pour le coup ne sont pas à la vente et
qui apparaissent quasiment jamais aux enchères, c'est évidemment les produits liés à l'inauguration des différentes parties du parc. Et comme vous le savez, on a déjà fait une vidéo sur le sujet qu'on vous remettra en fiche juste en haut. Nous avons réussi à acquérir un certain nombre d'objets liés à l'ouverture des deux zones du parc. Et ça, pour le coup, ce sont des choses qui, dans des collections, sont très rares. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, la baguette qui a été donnée au VIP le jour de l'ouverture, mais on a aussi toute la box, en fait, tout le coffret, où vous avez, par exemple, un lingot de la banque Gringotts qui est extrêmement bien fait, hein, qui a été non pas moulé, mais qui a été vraiment frappé, comme c'est le cas dans n'importe quelle banque, avec justement voilà, la date, l'ouverture du chemin de traverse. Donc vraiment là-dessus, c'est vrai que ça, c'est des produits pour le coup qui sont très exclusifs et que vous ne trouverez pour le coup jamais ailleurs. Après, ce qui est certain, c'est que il y a un petit déficit qu'il y a par rapport à Disney World. À Disney World, dès qu'ils ont une attraction, ils vous sortent généralement toute une gamme de produits sur la même attraction avec voilà, des carnets, des trucs, etc. et tout. À Universal, ils sont pas encore du tout dans cette logique et par exemple, alors qu'ils se sont payés peut-être la meilleure attraction de l'année 2019 en Floride avec Hagrid's Magical Motorbike Adventures, ils n'ont fait absolument rien si ce n'est une pauvre casquette et un pauvre t-shirt. Et je crois même qu'il y avait un porte-clés, mais je suis plus tout à fait sûr. En tous les cas, voilà, c'est vrai que ça, ils ne savent pas exploiter leurs attractions, alors que pour le coup, que ce soit celle à Gringotts, que ce soit celle à Poudlard ou que ce soit celle d'Hagrid, là pour le coup, ils ont vraiment de quoi faire et pour l'instant, ils exploitent pas le filon, mais peut-être que ça viendra dans les jours et les mois à venir. Voilà, donc ça, c'était pour la partie sur les objets dérivés, mais évidemment, si tu as plus de questions, bah, tu peux évidemment nous les poser. Alors, nouvelle question, quelle est votre attraction préférée? Alors, en fait, là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord, même si finalement, ça finit quand même par se rejoindre comme d'habitude. Pour Chloé, l'attraction qu'elle préfère, c'est Hagrid's Magical Motorbike Adventures. Alors, il faut dire que cette attraction, c'est la toute dernière de Wizarding World, qui a été construite sur le site de l'ancien Dragon's Challenge, dont on vous parlait dans une vidéo sur les fails du Wizarding World, tellement cette attraction était dangereuse et a réussi à sectionner des bras et autres joyeusetés à faire perdre des yeux aux visiteurs. Donc en fait, cette attraction, elle a ouvert en 2019, elle est basée sur un principe assez simple, c'est voilà, on va faire un petit tour de Poudlard à la recherche des créatures magiques d'Hagrid qui se baladent un petit peu dans le parc. Et en fait, c'est très bien fait, c'est un ride évidemment qui va extrêmement vite, hein, qui connaît des accélérations par exemple entre 0 et 100 km/h en l'espace de 6 secondes. Alors quand on le dit comme ça, c'est très impressionnant, mais à vivre finalement, c'est très plaisant parce qu'on est sur des espèces de sidecar en fait qui représentent la moto en fait de Sirius Black et d'Hagrid finalement. Donc du coup, vous êtes vraiment totalement plongé dans un voyage avec Hagrid autour effectivement du parc de Poudlard avec en plus de superbes vues. Bon, vous qu'on n'a pas eu le temps de tout regarder parce que c'est vrai que ça va très vite, l'attraction doit durer à peu près 2 ou 3 minutes maximum et alors que vous avez fait 5 heures d'attente, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très immersif avec des décors qui sont magnifiques et surtout des décors qui vont être évolutifs puisque selon Universal, ils ont planté près de 1000 arbres en fait pour que cette attraction en fait évolue au fur et à mesure du temps quand les arbres vont commencer à grandir. Donc ce qui fait que là pour l'instant, nous on a vu le décor qui venait d'être ouvert, hein, l'inauguration de Hagrid's c'était en juin 2019, nous on est arrivé en Floride tout début août 2019, donc du coup ça venait de commencer. C'est certain que quand on pourra y retourner probablement en 2022, l'attraction aura déjà beaucoup évolué en termes de physionomie et ça c'est toujours un truc qui est très plaisant parce que voilà, c'est vrai qu'on n'a pas des décors si vous voulez en dur qui ne changent pas d'une année sur l'autre. Donc ça c'est pour Chloé qui préfère cette attraction là. Moi c'est un peu une autre, alors c'est un peu voilà, je suis un peu entre les deux. J'adore Hagrid, mais il y en a une que j'aime tout particulièrement qui est Harry Potter and the Escape from Gringotts. Donc en fait le principe là aussi il est simple, c'est que on va devoir revivre un petit peu les événements de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 avec l'évasion de la banque Gringotts. Alors en réalité le scénario a été un peu adapté puisque c'est une aventure totalement inédite qui nous est proposée comme dans Harry Potter and the Forbidden Journey et justement dans Hagrid. Et lors de cette attraction en fait il va se passer tout un tas de choses si vous voulez où voilà, vous allez être sur le chariot de Gringotts et vous allez devoir vous confronter finalement aux attaques de Mange-Morts, aux attaques de Voldemort, etc. Et tout ça avec des effets spéciaux qui sont absolument splendides, avec des décors qui sont absolument grandioses. Et c'est un ride qui va très vite, qui est très impressionnant et en même temps qui garde une certaine forme de magie parce que parfois on ne sait pas si ce sont les écrans incurvés qui nous font ressentir une sensation ou si on vit véritablement la sensation. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très bien réussi avec en plus tout un parcours dans la banque Gringotts où vous allez traverser le hall, où vous allez descendre dans les cachots, enfin vraiment des choses qui sont vraiment superbes. C'est tout ça a vraiment été l'une des plus grandes réussites du parc et nous c'est vrai qu'on avait aussi adoré cette attraction. Alors après voilà, chacun est libre
libre évidemment de son choix. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui y sont déjà allés, quelles sont vos attractions préférées. C'est marrant de toujours comparer un petit peu les ressentis. Voilà, cap pour nous c'est ces deux attractions là, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on n'aime pas non plus Harry Potter and the Forbidden Journey, ou évidemment l'autre attraction basée sur un vol avec un hippogriffe, mais qui celle-là est vraiment carrément pour les enfants et un peu vieillotte et devrait probablement disparaître dans les semaines ou mois qui viennent, parce que c'est vrai qu'elle est vieille, elle a plus de 25 ans maintenant, elle était déjà là présente avant même le Wizarding World sous une autre logique et une autre franchise, donc voilà, va y avoir ce petit changement qui devrait s'opérer dans pas longtemps, mais voilà, en tout cas en l'état actuel des choses, voilà nos deux attractions préférées. Alors, autre question qu'on nous pose, c'est quel est votre restaurant préféré? Et là encore une fois, nous ne sommes pas en accord, même si finalement je vais me ranger à l'avis de Chloé pour les raisons qu'on va vous expliquer. Alors Chloé, elle, son restaurant préféré, c'est le restaurant du Chaudron Baveur. Et oui, puisque sur la zone du chemin de traverse, vous pouvez effectivement aller manger de manière très simple et authentique au Chaudron Baveur, donc qui est voilà, représenté très fidèlement par rapport au film et au livre, et on vous sert une cuisine typiquement anglaise, ce qui est un véritable bonheur. Vous n'imaginez pas, quand on est français et qu'on est habitué quand même à manger des choses absolument extraordinaires, manger de la nourriture britannique quand on est aux États-Unis, ça donne presque envie de se tirer une balle. Mais bon, en tout cas, ce qui est sympa, c'est vraiment l'ambiance qui est très bien reproduite avec des team members qui sont quand même bien formés à leur travail, même si on a l'impression parfois qu'ils compatissent un petit peu à notre difficulté à manger des plats britanniques, mais bon, en même temps, on rigole un petit peu, hein, c'est pas si mauvais que ça, au contraire, il y a même certains plats qui sont très bons, mais c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant et assez peu ragoûtant. Donc du coup, voilà, c'est vrai que le Chaudron Baveur, ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix en plus, puisque voilà, vous payez à peu près 15 ou 16 € par personne dans ces eaux-là, ce qui revient quand même à un prix assez correct pour manger dans un parc d'attractions avec un service pour le coup à table. Il n'y a pas de vente à emporter sur le Wizarding World. Pour ce qui est de moi, je préfère en fait le restaurant des Trois Balais, donc qui est situé cette fois-ci à Pré-au-Lard, et je vous explique tout simplement pourquoi. C'est déjà parce que le restaurant a une ambiance assez cool et très Pré-au-Lard dans la logique, et surtout il a une terrasse absolument magnifique avec une vue sur Poudlard et sur son château, donc c'est vrai que là-dessus c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir cette vue, mais malheureusement Universal parfois fait mal les choses, et là-dessus c'est vraiment un énorme coup de gueule qu'on veut poser, et vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce qu'en fait, à côté du land Harry Potter, à côté du Wizarding World of Harry Potter, il existe en fait le land Jurassic World, et ils n'ont eu que pour idée de construire en fait une nouvelle attraction. Alors ça partait d'un bon sentiment, avec un ride absolument gigantesque qui monte à plusieurs dizaines de mètres dans le ciel, et pour le coup ce ride en fait est situé juste à côté des Trois Balais, c'est-à-dire qu'en fait de la terrasse vous voyez les rides, donc la terrasse a priori devrait être condamnée, j'imagine, et donc du coup bah, il y aura plus cette vue sur le château de Poudlard, et ça c'est vraiment le gros problème d'Universal, c'est la cohérence visuelle, où là-dessus ils ont toujours un problème assez hallucinant. Ils sont très bons pour créer des ambiances, très bons pour les faire vivre, mais à cause du manque de place de ces deux parcs, parfois ils font des conneries visuelles qui franchement coûtent très cher, et c'est vrai que là j'ai un peu peur la prochaine fois qu'on y ira, justement de voir un peu ce ride gigantesque qui représente une course avec des Vélociraptors sur finalement sur le Wizarding World, parce que c'est vrai que là pour le coup ça se touche vraiment, et ça fait un petit manque de crédibilité quand même, donc bon, en tout cas faut regarder bien droit et pas trop regarder sur la gauche quand on arrive après Poudlard, mais voilà, c'est vrai que ça c'est un petit peu gênant, et cette cohérence, ce manque de cohérence visuelle finalement c'est quelque chose par lequel Universal pêche, et c'est une nannerie finalement qu'il ne pourrait pas se passer à Disney. Disney a toujours fait très attention à la cohérence justement visuelle de ses parcs, pour que quand on est dans une zone, on ne soit pas dans la zone d'à côté. C'est quelque chose vraiment qui respecte, et on le voit très bien que ce soit en Floride ou à Disneyland Paris. En Floride, quand vous êtes Animal Kingdom, si vous êtes dans la zone asiatique ou si vous êtes dans la zone d'Avatar, voilà, concrètement vous n'avez pas du tout le même rendu, et vous passez d'une zone à l'autre finalement comme si vous étiez dans une sorte de périple et de voyage, alors que là en l'occurrence vous avez vraiment le sentiment finalement que chaque land n'est qu'un passage vers un autre land, et que la cohérence visuelle en fait ne rentrait pas du tout en ligne de compte, et ça c'est vraiment le souci avec Universal, qui en plus continue à penser parfois, ça changera probablement avec Epic Universe, ces parcs comme des parcs à thème américain classique, mais au sens des années 70-80, avec voilà des grandes tours, avec des rides qui montent très haut dans le ciel, bon c'est voilà, c'est le gigantisme à l'américaine, mais aujourd'hui c'est vrai que malheureusement ce gigantisme pose quand même problème et pose des vraies questions visuelles. Alors ce ne sont pas évidemment les seuls points de restauration que vous avez au Wizarding World, on vous a fait toute une vidéo sur les restaurants du Wizarding World
qu'on va vous remettre en fiche, comme ça vous pourrez regarder un petit peu ce qu'on raconte sur le sujet et ce qu'on a envie de vous faire passer comme message sur ces points de restauration qui restent quand même on ne peut plus magiques, et vraiment on vous invite à les tester sans modération quand vous aurez l'occasion de vous y rendre ou d'y retourner. Alors, autre question, c'est quoi la différence entre les parcs et les studios de Londres? Alors c'est une très bonne question parce que c'est vrai que souvent l'amalgame en fait se fait. Souvent vous allez voir passer notamment des pubs pour des escroqueries sur Facebook qui vont venir vous expliquer ah oui super, vous allez pouvoir gagner un voyage au parc Harry Potter à Londres. Alors il faut savoir qu'il n'y a absolument pas de parc Harry Potter à Londres. La logique des deux est complètement distincte et aller à l'un n'empêche pas d'aller à l'autre, parce que si vous allez à Leavesden, vous ne verrez pas du tout les mêmes choses qu'à Orlando ou qu'en Californie ou au Japon, et vice versa. Ce sont deux expériences très différentes mais qui sont très complémentaires. Quand vous allez au Making of Harry Potter à Leavesden, vous allez visiter les plateaux de tournage et tout est fait, tout est mis en œuvre à la fois pour vous immerger dans le monde magique et également vous montrer comment en fait cette magie a été fabriquée au cinéma. Donc c'est vraiment un peu le principe d'un musée, alors un musée qui est forcément bien plus magique que n'importe quel autre musée sur Terre, mais voilà, qui n'a absolument strictement rien à voir avec un parc d'attractions, c'est-à-dire que vous n'allez pas connaître voilà, d'émotions fortes, vous n'allez pas avoir des attractions qui ont été spécialement dessinées et spécialement écrites justement pour le parc. Vous allez vivre quelques expériences, genre vous prendre en photo sur un balai, vous prendre en photo sur le quai de la Voie 9-3/4, enfin tout ce que vous voulez, mais voilà, ça n'a absolument rien à voir en termes de magie avec ce que dégage un Wizarding World of Harry Potter, que ce soit encore une fois aux États-Unis, au Japon ou en Chine. C'est vraiment deux expériences complètement différentes. Quand vous allez dans un parc d'attractions, vous y allez pour être immergé pleinement dans l'univers que vous avez choisi, vous avez envie de vivre toute la journée dans cet univers-là, vous allez manger dans cet univers-là, vous allez vous amuser, vous allez consommer et acheter dans cet univers-là, et là en l'occurrence vous allez vivre des énormes émotions, c'est-à-dire que voilà, vous allez être dans quelque chose qui va vous propulser finalement dans le monde magique, à vivre des aventures aux côtés du trio, hein. C'est le cas dans Harry Potter et l'évasion de Gringotts ou dans Harry Potter et le voyage interdit. C'est pas quelque chose, si vous voulez, que vous allez trouver au studio. Au studio, vous n'aurez absolument aucune attraction. Et ce n'est pas parce que vous allez à l'un que vous êtes dispensé d'aller à l'autre ou vice versa. Vraiment, c'est encore une fois, il faut faire les deux. Il faut faire les deux parce qu'en plus, il y a certains décors que vous ne verrez pas, par exemple à Leavesden, quand vous êtes dans la file d'attente de l'attraction Harry Potter et le voyage interdit qui est à l'intérieur du château de Poudlard, vous allez être dans l'autoptique salle de défense contre les forces du mal, que vous ne verrez absolument pas, pour l'instant en tout cas, à Leavesden. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, qui est un peu différent. On peut pas comparer les deux, c'est vraiment deux expériences qui n'ont absolument rien à voir. Et d'ailleurs, pour preuve, Universal à Osaka a évidemment son Wizarding World of Harry Potter. Et juste à côté, dans une ville qui est, je crois, à 30 ou 40 km, ils vont ajouter une expérience similaire à celle du Making of Harry Potter pour justement arriver à être un petit peu dans cette complémentarité pour les fans japonais. Alors c'est vrai que nous on est assez critiques sur cette décision d'installer finalement un making of à Osaka pour la simple et bonne raison que en réalité aucune des scènes évidemment n'a été tournée au Japon, et l'immense principe c'est d'imaginer justement dans ces studios de Leavesden comment les acteurs ont évolué dans ces décors, etc., et de les imaginer. Et là finalement on va reproduire quelque chose au Japon qui ressemble pas exactement si vous voulez à ce qui se passe évidemment à Leavesden. Donc c'est un peu artificiel tout ça, c'est un peu dommage, mais bon, ça nous empêchera quand même pas d'y aller quand on pourra aller au Japon, parce que évidemment on vous fera une petite review de ce projet un peu dingue que les Japonais ont lancé. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas de bon meilleur choix finalement entre les parcs et le making of. Vraiment il faut savoir juste vivre l'instant présent et vivre ses émotions. C'est finalement ce qu'a toujours voulu J.K. Rowling en donnant l'autorisation à la fois pour le making of et le parc d'attractions. Donc voilà, il faut juste vivre ses émotions et se laisser guider par son désir de fan, de découvrir voilà des expériences qui sont encore une fois tout à fait différentes mais très complémentaires, et il n'y a pas d'opposition à avoir là-dessus. Alors autre question, combien de temps faut-il pour explorer le parc et tout faire? Alors ça c'est une bonne question. Alors on y a un petit peu répondu au début de la vidéo, mais ça fait jamais de mal de le redire. En gros, comptez au minimum 2 jours. En une journée, vous n'aurez absolument pas le temps de faire l'ensemble du parc sans courir. Et donc si vous courez, vous n'allez pas profiter de l'ambiance, vous n'allez pas vous
vous inspirer des lieux et finalement vous allez avoir une expérience très dégradée par rapport voilà, à un visiteur qui consacrera un petit peu plus de jours. Nous on est plutôt partisans d'essayer d'y passer 4-5 jours si possible, hein. Il y a des offres que vous pouvez trouver également sur des sites de revendeurs officiels, hein, comme Attraction Direct, qui eux parfois voilà, font des belles offres qui finalement sont financièrement très très intéressantes, mais pour passer plusieurs jours sur le parc. Mais voilà, y passer juste une journée, très sincèrement c'est impossible, vous allez courir, vous n'allez pas pouvoir refaire éventuellement d'attractions si vous avez envie d'en refaire, ou alors c'est vraiment que vous êtes à une période où le parc est complètement vide. Mais c'est vrai que ce qui est aussi intéressant avec le Wizarding World of Harry Potter, et c'est aussi comme ça que le parc a été conçu, c'est que vous avez des ambiances tout à fait différentes, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, c'est pas du tout le même parc. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit un peu nulle part ailleurs, si ce n'est effectivement peut-être à Animal Kingdom qui est l'un des parcs de Disney World, mais vraiment là-dessus, enfin très sincèrement, juste une journée c'est mission impossible, vous ne pourrez même pas manger dans les deux restaurants, enfin mais c'est très sincèrement, mis à part si vous êtes marathonien et que vous avez l'habitude de courir très rapidement, entre les files d'attente, plus voilà le temps de faire des boutiques, le temps de faire des attractions, le temps de se balader un peu dans le land, le temps de se reposer, etc. Parce que souvent la chaleur en Floride est quand même écrasante, donc il faut aussi que vous ayez des petits temps, enfin très sincèrement vous allez vivre une expérience absolument détestable, et donc il vaut mieux effectivement y consacrer 2 ou 3 jours pour réussir finalement à bien capter l'ambiance de ce parc et surtout voir les spectacles, parce que le soir vous avez le spectacle sur le château de Poudlard, et ça aussi c'est quelque chose qui serait dommage de rater, et très sincèrement quand vous l'aurez vu une fois, vous n'allez pas vouloir le voir qu'une fois, vous allez vouloir le voir 2 ou 3 fois. Et en plus il faut aussi pouvoir profiter de cette espèce d'attraction un peu bizarroïde qui n'en est pas une mais qui en devient une, c'est celle du Poudlard Express, où on vous invite très fortement à faire et l'aller vers Poudlard et le retour vers le chemin de traverse pour encore plus être dans cette magie très immersive qui a été l'une des bases les plus solides de la construction du Wizarding World of Harry Potter. Et en plus, là aussi, encore une fois, pour être dans l'immersion, il faut que vous puissiez vous servir de vos baguettes interactives, et pour vous en servir, il y a à peu près 25 ou 30 sorts à jeter dans chacun des deux parcs, donc évidemment là aussi ça vous prend quand même un certain temps, que du coup plutôt 2 jours, plutôt 3 jours, mais en une journée très sincèrement c'est chaud, et vous allez avoir une expérience très dégradée, d'autant plus que voilà, une fois que vous êtes sur le sol floridien, vous n'allez pas faire l'aller-retour tous les 4 matins entre la France et les États-Unis pour juste vous refaire une journée au parc d'attractions. Alors, autre question qu'on a oublié de screener malheureusement, mais qu'on nous a posé sur notre compte Instagram, donc si celui ou celle qui nous a posé cette question se reconnaît, merci pour ça, c'est quelles sont pour vous les plus grosses réussites et les plus gros échecs du Wizarding World. Donc quels sont les points forts et les points faibles. Alors là-dessus on a des réponses qui sont un petit peu différentes, mais qui en tout cas sur les points forts finissent par se rejoindre. Pour Chloé, le gros point fort c'est la thématisation, et elle a raison. La thématisation du Wizarding World est absolument extraordinaire, puisque quand vous y arrivez, quand vous arrivez par exemple sur le chemin de traverse, ça aussi c'est un petit conseil qu'on vous donne, c'est commencer par le chemin de traverse comme si vous étiez finalement Harry Potter. Vous allez franchir le mur de briques et ensuite vous allez être englobé en fait dans un espace de magie qui pour le coup ne souffre d'aucune pollution ni visuelle ni sonore venant de l'extérieur du land. Et là-dessus, toute votre journée, vous allez vous retrouver dans des décors qu'on a l'impression d'être sortis tout droit de notre imagination et des films. Et c'est quelque chose qui est extraordinairement bien fait. C'est peut-être même l'une des meilleures thématisations que l'on ait pu voir, même s'il y en a d'autres évidemment en Floride, que ce soit à Disney World ou à Universal, qui sont vraiment très bien faites. Mais là, pour le coup, on est plongé véritablement finalement dans l'univers magique grâce à cette thématisation qui est vraiment très bien faite, avec effectivement plein de petits détails qui sont réussis, que ce soit par exemple les pancartes qui vont vous indiquer la direction d'Hogsmeade ou de Poudlard, la voie 9/3 avec les publicités que l'on a pu voir également dans les films. Enfin, il y a tout un tas de petites choses qui font que cette thématisation est rendue vraiment quasiment parfaite, et que on a un peu de mal à voir les défauts en termes justement de cette thématisation. De mon côté, pour moi le point fort c'est, et ça rejoint finalement ce que dit Chloé en le complétant, c'est la question de l'immersion, parce que vous êtes plongé finalement dans la magie toute la journée si vous ne quittez pas la zone du Wizarding World. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir suivre effectivement le chemin de Harry Potter, vous allez vous rendre à Gringotts pour chercher finalement votre argent. Bon, en l'occurrence, vous allez vous récupérer Voldemort et Bellatrix, mais bon, ça fait partie du décorum et ça fait partie du détail. Et ensuite, vous allez pouvoir aller déjeuner au Chaudron Baveur, faire les boutiques, vous balader vraiment dans cette zone-là, manger une glace chez Florent Fortarome avant de sortir, de rejoindre la gare de King's Cross et de passer la fameuse voie 9/3 où vous allez même disparaître
apparaître carrément dans un mur, et ça c'est vraiment quelque chose qui est franchement très très bien fait. Et même dans le Poudlard Express, on vous sort, et là on va vous mettre quelques images qu'on a gardées, pardon pour la qualité, c'est pas extraordinaire, quand on y retournera on essaiera de faire mieux, mais voilà, vous avez effectivement quelques images qui circulent où vous avez vraiment l'impression d'avancer vers Poudlard. Et quand vous arrivez à la gare de Préolard, et bah effectivement vous voyez le château, tout ça est vraiment et absolument extraordinaire. Alors thématisation, immersion, vraiment ça se rejoint finalement dans ce qu'on pourrait appeler l'expérience. Et l'expérience du Wizarding World, c'est quelque chose que vous ne trouverez absolument nulle part ailleurs dans les parcs d'attractions. Pourquoi? Parce que Harry Potter est nécessairement la franchise la plus magique. Alors récemment, Disney World a ouvert sa zone consacrée à Star Wars Galaxy Edge, qui paraît-il est absolument superbe. Alors on vous invite à aller voir les vidéos de notre ami Alex Topia qui lui a pu effectivement faire pas mal de choses et nous expliquer pas mal de choses sur justement le land de Star Wars Galaxy Edge, et c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose de fondamentalement vraiment réussi. Nous, il nous tarde de pouvoir découvrir cette zone qui n'était pas encore ouverte au moment où on était en Floride, hein. L'inauguration était 2-3 jours après notre départ vers Paris, donc malheureusement c'est vrai que ça on a un peu loupé, mais en tout cas voilà, au Wizarding World l'expérience partout est juste magique. Elle est vraiment réussie, c'est vraiment le gros atout, l'énorme atout du parc. Ensuite, pour ce qui est des points faibles, alors là aussi on n'est pas tout à fait d'accord, mais ça finit par se rejoindre. Alors de mon côté, pour moi le très gros point faible, ce sont les spectacles. Les spectacles, il y en a très peu sur le parc, et finalement les quelques-uns qu'il y a, généralement, ils sont plutôt loupés. Alors par exemple, on vous parlait dans notre vidéo sur les fails du Wizarding World du petit spectacle qui est censé rappeler et remémorer l'entrée des écoles étrangères de Beauxbaton et d'Armstrong à Poudlard. Bon, là vous avez 3 personnes qui se battent en duel sur une toute petite scène au milieu de la foule. Voilà, à faire des acrobaties, à faire de la gymnastique rythmique. Bon, c'est super, enfin c'est très sympa, on est content de voir ça, mais en fait c'est pas du tout au niveau de ce qu'on attend finalement du Wizarding World. On attend quelque chose de plus fort, de plus puissant. Et même sur les spectacles nocturnes, on est des très grands fans des spectacles nocturnes. D'ailleurs, on va vous remettre une vidéo, vous allez pouvoir voir plein d'extraits des différents spectacles nocturnes qu'on a vus aux États-Unis, que ce soit à Disney World ou que ce soit à Poudlard, au Wizarding World. Bon, voilà, enfin, c'est vrai que ce que fait Universal, c'est bien, mais ils peuvent faire beaucoup mieux. Après, ils sont contraints par des problématiques de place, par des problématiques de proximité de la ville et donc des habitations qui les empêchent effectivement de faire des feux d'artifice juste extraordinaires comme ils font à Disney. Mais voilà, il manque quelque chose, il manque un peu d'humanité. Il y a un truc, voilà, qu'ils pourraient faire au mieux. Alors à la fois, ça fait rêver et en même temps, quelque part, ça laisse un peu sur sa faim, et ça, c'est franchement quelque chose de dommage. On aimerait bien avoir voilà, des spectacles avec peut-être plus de pyrotechnie, peut-être plus d'action, aussi qui soient plus longs, hein, la majorité des spectacles. Pour la version normale qui est diffusée tous les jours, elle dure à peu près 4 minutes 30. Pour la version d'Halloween, elle dure à peu près 8-9 minutes. Et la version de Noël est sensiblement sur le même truc. Alors même s'il y a des prouesses technologiques qui sont faites, comme par exemple sur le spectacle d'Halloween sur les Dark Arts, sur la magie noire, vous allez avoir effectivement des drones, etc. Donc là, c'est une très bonne idée, et ils ont eu vraiment une très bonne inspiration, mais quelque part ça reste quand même très limité par rapport à ce que ça pourrait être quand on a une franchise comme celle de Harry Potter entre les mains. Quand même on essaie de faire autre chose, quoi. Enfin, on reste pas calé sur sa fin. Voilà, pareil sur le spectacle de nuit global d'Universal qu'on peut voir à la sortie des parcs. Bon, juste diffuser la scène où Harry Potter vole sur l'hippogriffe, tout ça projeté sur des jets d'eau, bon ouais, ok, super les gars, mais on attendait un peu autre chose, et ça là-dessus c'est vrai que voilà, il y a un grand manque de spectacle vivant. Alors ce manque de spectacle vivant vraisemblablement va être un peu comblé dans le prochain parc Epic Universal, avec cette fameuse salle de théâtre dont on ne sait trop quoi penser pour le moment, et on est vraiment en attente d'avoir plus d'informations, mais ça il va falloir attendre longtemps et prendre un peu de patience. Pour Chloé, en fait, ce qu'elle reproche et qui rejoint un petit peu ça, c'est que en fait elle, ce qu'elle aurait bien aimé, c'est avoir un petit peu plus d'animation sur les landes, parce que c'est vrai qu'on voit passer de temps en temps quelques team members habillés en sorciers, voilà, qui viennent aider les moldus à se servir de leur baguette magique. Tout ça est assez bien fait. En plus, ce sont des gens qui sont vraiment, qu'on sent passionnés, qu'on sent voilà, habités par la saga, et c'est vraiment sympa, même si des fois on croise des team members qui ne connaissent même pas les personnages de la saga, ce qui est quand même aussi là un peu dérangeant. Mais c'est vrai que voilà, Chloé, il y a quelque chose qu'elle aurait bien aimé, c'est effectivement pouvoir voir par exemple des mange-morts circuler sur le chemin de traverse ou après au-delà, voir des membres de l'ordre du Phénix justement se cacher au passage. Enfin, il y avait tout un tas de choses à imaginer, et ces choses-là
en fait, elles ont été imaginées vraisemblablement à Star Wars Galaxy Edge, où vous avez justement ça entre le Premier Ordre et la Résistance qui a l'air de se dérouler. Donc ça, voilà, c'est peut-être un truc auquel il aurait fallu penser, mettre un petit peu plus d'animation, y compris pourquoi pas dans les files d'attente, parce que c'est vrai que par exemple, quand vous allez sur la file d'attente de Harry Potter et le voyage interdit à l'intérieur de Poudlard, vous allez visiter un certain nombre de lieux, que ce soit la serre de botanique, que ce soit la salle de défense contre les forces du mal, mais voilà, ça fait effectivement peut-être un petit peu vide. Il y a peut-être plein d'autres choses qui auraient pu être imaginées. Alors c'est vrai que dans la salle de défense contre les forces du mal, vous avez une petite séquence en fait où par projection vous avez l'impression d'être en compagnie du trio. Bon, ouais, c'est bien fait, mais c'est vrai que voilà, il y avait peut-être d'autres choses à faire, et là-dessus il y a peut-être eu un petit déficit d'imagination. Il y avait peut-être quelques petits trucs à faire, mais bon, au final, voilà, c'est vrai que ça ne vient pas gâcher votre journée, ça aurait été des plus. Et c'est peut-être là-dessus aussi d'ailleurs que voilà, Universal va devoir se poser les bonnes questions en vue de l'ouverture de la zone des animaux fantastiques à Epic Universe, parce que c'est vrai qu'un peu plus d'interaction, c'est quelque chose qui aurait été agréable de découvrir, hein. C'est comme quand vous allez au Puy du Fou et que voilà, vous vous baladez dans la villa gallo-romaine et que là vous allez tomber sur deux Romains en armure. Bon, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vrai que ça fait partie de l'expérience et ça fait partie finalement de cette idée de voyage dans le temps et de voyage, là en l'occurrence pour Universal, dans l'imaginaire. Et ce voyage dans l'imaginaire, s'il est bien réussi sur la thématisation et sur l'immersion, c'est vrai que quelque part, sur la question du spectacle vivant, bah, Universal a encore beaucoup de choses à apprendre d'autres parcs, et que bah, pour le moment, ça pêche un petit peu, on va pas se mentir, même si ça reste quand même un parc de très bonne facture, avec beaucoup de bonnes choses, beaucoup de, voilà, de magie, et une expérience encore une fois qui est incomparable à tout ce qu'on peut trouver sur les autres parcs. Bah, malheureusement, il manque quand même quelques petits détails, quelques petites finitions qui auraient pu vraiment encore une fois rendre les choses beaucoup plus magiques et nous amener finalement à passer encore une meilleure journée si ce n'est possible. En tout cas, bon, voilà, ce qui est certain, c'est que ça reste quand même une expérience absolument magique et absolument phénoménale, tant par la thématisation que par l'immersion, et donc finalement toute cette question de l'expérience visiteur. Mais peut-être que là aussi Universal a quelques trucs à apprendre quand même de Disney World. Voilà, c'est donc tout pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle FAQ. On espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura vraiment donné envie d'aller au Wizarding World of Harry Potter ou d'y retourner. Nous, en tout cas, c'est vrai que voilà, pour nous, c'est un rêve d'y retourner. On avait prévu d'y retourner cet été, enfin en tout cas l'été dernier. Bon, malheureusement, avec le contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19, bah, ça n'a pas été possible. Cette année, on a préféré ne pas prendre le risque encore de se projeter dans ce genre de voyage qui demande quand même beaucoup de préparation et beaucoup de logistique. Donc, on a préféré voilà, faire des choix différents que vous découvrirez en temps voulu. On ne vous en dira pas plus aujourd'hui, mais voilà, nous prévoyons très clairement, et on a déjà commencé à préparer notre voyage, de nous y rendre à l'été 2022, cette fois-ci pour pouvoir en profiter pendant un petit moment et vous faire plein de reportages qu'on vous diffusera évidemment sur notre chaîne YouTube. Bon, en l'occurrence, voilà, on est très heureux de vous avoir présenté cette FAQ parce que c'est vrai que le Wizarding World of Harry Potter tient en nous une place quand même très particulière. C'est vraiment un endroit qu'on aime profondément. Pour ma part, je m'y suis déjà rendu à 4 ou 5 reprises. Chloé, c'était sa première fois et on va y retourner donc pour une seconde. Mais c'est vrai que voilà, ça reste quand même un univers qui est très magique, très particulier et qu'on a vraiment envie de vous faire découvrir dans nos vidéos, et on continuera à vous faire des vidéos à chaque fois que ce sera nécessaire sur le Wizarding World of Harry Potter, sur les nouveautés, sur les rumeurs, sur les informations qui peuvent sortir dans la presse, parce que c'est vrai que c'est l'un des lieux où la magie finalement ne s'arrête jamais, parce que même avec le Covid, finalement quand voilà, la magie a pu reprendre dans les parcs, et le parc a redémarré, les visiteurs sont revenus, les baguettes sont ressorties finalement de leur sac et continuent à lancer des sorts absolument toute la journée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans le monde qui se prépare, dans ce monde d'après Covid, c'est toujours d'avoir finalement cette dose de magie en soi et de pouvoir justement l'exprimer et laisser notre imagination et en même temps voilà, notre rêve finalement s'accomplir dans cet endroit qui est si particulier pour
pour nous et qu'est le Wizarding World. Et là-dessus, il n'y a aucun autre endroit sur Terre où un fan d'Harry Potter pourra s'exprimer aussi finalement librement que justement dans les parcs floridiens ou californiens, ou pourquoi pas au Japon, même si là je pense que la barrière de la langue vient quand même forcément rendre plus difficile l'expérience visiteur. En tout cas, voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Posez-nous toutes vos autres questions dans les commentaires ou en DM sur notre compte Instagram @cri-de-la-gargouille, hein. On n'a pas pu traiter toutes vos questions et comme vous le voyez, la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez qu'on vous aide également à préparer votre voyage. Alors petit conseil, c'est juste en passant, ne passez surtout pas du tout par des agences de voyage pour programmer votre voyage au Wizarding World. Pour la simple et bonne raison que les agences de voyage, en fait, si elles savent vous faire aller d'un point A ou un point B, la question des parcs d'attractions, il n'y en a quasiment aucune qui sait de quoi elles parlent. Elles ne savent pas organiser finalement les journées sur les parcs, elles ne savent pas les restaurants, enfin c'est des destinations qu'elles connaissent sur le papier mais qu'elles ne connaissent pas dans la réalité. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour organiser votre séjour, que ce soit un séjour prévu dans 1 an, 2 ans ou même dans 5 ou 10 ans, voilà, n'hésitez pas à nous demander, à nous poser toutes vos questions, vraiment on sera toujours très heureux d'y répondre. Donc c'est tout pour cette vidéo, cette fois-ci c'est terminé, on se tait, on se retrouvera donc mercredi pour une prochaine vidéo. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fait toujours plaisir de voir votre soutien et de vous voir toujours plus nombreux. N'hésitez pas également à regarder toutes nos anciennes vidéos, on a même une playlist spécifiquement dédiée justement au Wizarding World of Harry Potter dans laquelle on met toutes nos vidéos qui concernent ce sujet-là. Voilà, donc on vous souhaite à tous un très bon week-end, bon courage pour ce premier week-end finalement de confinement un peu étrange. On vous souhaite également de très joyeuses fêtes de Pâques et on espère que vous pouvez quand même les passer dans le respect à la fois des gestes barrières et des consignes sanitaires, mais que vous pouvez le passer en famille ou avec vos proches parce que c'est un moment de joie. Et on se retrouve donc mercredi. À très bientôt.